15 pouces et demi de légèreté. Au bon vouloir d'Elon. Apple Plan HD, 5 pays de plus. Clavier vraiment personnalisable. Support Belkin, enfin pour desktop. Vendredi 16 décembre 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 302. Bonjour à toutes et à tous. Et si c'était le prochain Mac à dégainer pour Apple, avant le premier Mac Pro à processeur Apple Silicon, avant une mise à jour de l'iMac, avant le nouveau Mac Mini M2, avant les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, et si Tim Cook annonçait un MacBook Air de 15,5 pouces. La rumeur court depuis près de 2 ans, mais autour d'un 15,2 pouces, et c'est Ross Young, le spécialiste des écrans, qui relance cette rumeur, avec donc une diagonale légèrement revue à la hausse, et une annonce potentielle au printemps. Fabrice, décidément, le printemps, ça sent fort le tir groupé pour les Macs. Bon, effectivement, ça nous promet un tir groupé pour le printemps. Alors, est-ce qu'il y aura le Mac Pro qui a raté donc la transition qui devait durer 2 ans, avait dit Tim Cook? On verra bien. Je suis un peu surpris quand même. Un MacBook Air de 15 pouces et demi, ça fait pas un MacBook Air qui rentre dans une enveloppe quand Steve Jobs nous l'avait montré la première fois. Alors, il faut vraiment une grande enveloppe. Donc, c'est plus vraiment, c'est moins portable. C'est par exemple ce qu'on dit du MacBook Pro 16 pouces, qui est assez gros malgré sa finesse, qui est donc moins transportable. Je sais pas, bon, en fait, c'est le concept qui me surprend. Après, peut-être qu'ils seront capables de faire quelque chose de vraiment très fin, parce qu'ils pourront étaler les composants, et notamment la batterie qui pourrait même être plus fine avec tout en conservant une bonne capacité. J'ai hâte de voir ça en même temps, parce que clairement, à 13 pouces pour certains, donc moi, des fois, c'est un peu trop petit. Alors, avoir un MacBook Air écran plus grand, voyons ça. C'est une mauvaise excuse, et en plus, elle est bidon. Elon Musk, après avoir suspendu les comptes Twitter qui suivaient son jet privé et celui de Jeff Bezos, sous prétexte qu'il les mettait en danger, a passé la vitesse autrement supérieure en utilisant le même motif pour suspendre une dizaine de comptes de journalistes éminents du New York Times, du Wall Street Journal, de CNN et de Mashable notamment, alors qu'il n'avait fait qu'écrire à propos de ces comptes. Musk a fait une brève apparition en audio dans un Twitter Space il y a quelques heures pour se justifier, mais quand l'un des journalistes suspendus lui a demandé la raison pour laquelle lui était banni de Twitter, Musk a raccroché. Quand le défenseur autoproclamé de la liberté de parole en prive ceux dont c'est le métier. Entre cette censure arbitraire et les nouveaux tarifs différenciés, Fabrice, combien de temps est-ce qu'Apple va continuer d'accepter l'appli Twitter sur l'App Store, à ton avis ? Alors, c'est une bonne question. Alors, d'abord, je voudrais rajouter au long soupir que j'avais poussé hier quand on avait parlé d'Elon Musk, en poussant un second très long soupir, parce que... Et en plus, parce que c'est très décevant, toi comme moi et comme beaucoup d'autres, Twitter, on aimait bien ça, c'est comme ça qu'on s'est trouvé, que je parle à ce micro. Ça va être moins le cas sur Twitter aujourd'hui. C'est même très étonnant, je trouve qu'aujourd'hui marque une étape très, très importante. Il y a plein de gens qui sont partis aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont dénoncé tout ce que vient de faire Elon Musk aujourd'hui même. C'est peut-être la date qui va marquer une vraie chute de Twitter. C'est en tout cas comme ça que je l'ai ressenti aujourd'hui, avec une vraie marée, raz-de-marée vers Mastodon. On en parlera sûrement un peu plus tard, notamment dans l'hebdo. Donc voilà, est-ce que ce que tu viens de décrire est suffisant pour que Apple coupe la chic à Twitter sur son App Store? Je ne pense pas. Pas encore. Mais en tout cas, Elon Musk fait la démonstration qu'il n'a pas compris ce que ça voulait dire la liberté de parole, en fait, qui notamment signifie qu'il faut protéger la parole des plus faibles et pas uniquement la donner aux plus forts et à ceux qui crient le plus fort. Et c'est ce qu'il fait. Et puis ensuite, quand on crie un peu trop fort contre lui, il s'en va. Donc il donne l'impression d'avoir la peau très fine, de ne pas supporter aucune critique. C'est vraiment très dommage, et puis c'est vraiment très triste parce que on voit ce bel outil qui était Twitter, malgré tous les problèmes qu'il avait, se détériorer devant nos yeux jour après jour. Moi, ça me rend triste. Et à propos de Mastodon, le compte Twitter de Mastodon a lui aussi été suspendu, et on ne peut quasiment plus mettre de liens qui pointent vers Mastodon dans un tweet désormais. Tous ces tweets sont bloqués. Oui, j'ai moi-même essayé aujourd'hui même de remettre un tweet. J'avais fait ça il y a 3-4 semaines
en mettant tiens, vous pouvez me retrouver sur mon compte Mastodon. J'ai essayé de le refaire aujourd'hui et ça marche pas. Le tweet n'a pas pu être publié. J'ai fait une capture d'écran pour le montrer. Donc là, ça marche. Mais sinon, si le lien est dans le tweet, ça marche pas. C'est complètement fou, quoi. Il a peur en plus d'un système Mastodon qui est encore tout petit. Donc ça n'a absolument aucun sens. Quelle tristesse. La Belgique, le Liechtenstein, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse rejoignent la liste des pays qui bénéficient des cartes routières haute précision d'Apple Maps. En plus d'une navigation plus précise en mode GPS, on peut aussi y voir en détail et en 3D des constructions et des édifices touristiques, en plus des nouveautés apportées par iOS 16. Tout ça fait d'Apple Maps une des applis les plus agréables à utiliser sur iPhone. Fabrice, Tim Cook lui-même l'a utilisé à Tokyo il y a quelques heures et ça lui a beaucoup plu. Il semblait même la découvrir. Ah, il serait temps. C'était pour arriver à l'usine qui fabrique les bracelets d'Apple Watch Ultra, c'est ça ? Voilà, c'est bien. On voit de temps en temps des photos de Tim Cook penché sur un produit. Il a l'air de le découvrir alors qu'ils sont en développement depuis 3 ans. Ça me fait toujours marrer ces photos d'auto-promo. Blague mise à part, c'est vrai qu'on a beaucoup décrié Apple Maps à ses débuts. On y revient toujours, mais il y a eu un début quand même un peu chaotique. Aujourd'hui, c'est vraiment très bien. Et moi, j'ai eu l'occasion très récemment de comparer Apple Maps et Google Maps en étant à Barcelone. Parce que Google Maps est encore supérieur pour trouver certaines adresses ou certains points remarquables que Apple Maps n'a pas parce que sa base de données est moins complète. Mais du coup, j'ai fait une première navigation vers ce point remarquable que Apple Maps n'avait pas avec Google Maps et j'y voyais rien sur la carte. Donc du coup, une fois arrivé sur place, j'ai enregistré l'adresse et puis ensuite je l'ai mise dans Apple Maps. Du coup, je l'ai même soumise pour qu'elle soit ajoutée pour tout le monde. C'était l'adresse d'une école. Et ensuite, quand j'y suis retourné, j'ai mis Apple Maps. Et alors là, joie, bonheur, allégresse, parce que l'affichage était bien meilleur. Je comprenais mieux les changements de voie sur l'autoroute, sur une autoroute où les panneaux sont écrits en espagnol et des choses comme ça, ou en catalan, pardon. Donc, vraiment, en termes de visuel, Apple Maps est très supérieur. Donc il y a encore quelques efforts à faire au niveau de tout ce qui est point remarquable, mais c'est une très belle application. Et puis on peut maintenant, dans iOS 16 par exemple, une des nouveautés qui me revient, c'est l'ajout de plusieurs étapes sur un itinéraire. Je trouve ça très pratique aussi. Donc moi là je dis bravo, c'est formidable. Encore une technologie de clavier en réflexion chez Apple. Cette fois, cela concerne le dessus des touches plutôt que le dessous. Le site Patently Apple nous apprend que Cupertino a déposé le brevet de plusieurs technologies qui permettent de modifier les caractères affichés par certaines touches en fonction du contexte. Mais contrairement à la Touch Bar qui tentait de rendre le même service avec le succès que l'on connaît, pas question d'utiliser un écran sur chaque touche, mais plutôt une grille de micro-perforation invisible à l'œil nu, mais capable de laisser passer de la lumière selon certaines formes pour dessiner des caractères. La seconde technologie repose sur celle des mini-LED et se rapprocherait donc un peu plus des écrans, mais de manière individuelle sur chaque touche. Autrement dit, le meilleur des deux mondes, Fabrice, entre les claviers physiques aux touches immuables et les claviers tactiles bien plus versatiles. Je demande à voir. La première réflexion que j'ai eue, c'est je me dis oh là là, ça va coûter combien cette affaire ? Parce que moi qui vous parle, ayant acheté déjà un clavier assez cher de chez Logitech, ça m'a rappelé quand même aussi que déjà les claviers Apple sont aussi très chers. Le clavier étendu, c'est 140 ou 150 € pour donc des touches bien traditionnelles avec sérigraphiées, avec les caractères dessus qui ne changent pas. Alors si on imagine des touches individuellement éclairées avec donc une capacité, quelle que soit la technologie utilisée, d'afficher un caractère ou plusieurs caractères différents, c'est vraiment le truc qui m'a le plus frappé. Il semblerait aussi que Apple pourrait s'en servir pour avoir des claviers aux touches qui seraient métalliques plutôt qu'en plastique. J'imagine pour que ce soit encore un peu plus, ça c'est de la recherche esthétique pour les MacBook Pro notamment, pour que les touches soient de la même couleur. Un peu, ce serait le retour du titanium avec les touches grises, pour faire plaisir à Gilles.
Donc je suis un peu perplexe et en même temps je suis très prudent parce que les brevets déposés par toutes les boîtes, que ce soit Apple ou les autres, sont légion et on voit pas toujours apparaître ça dans des produits. Donc ils sont sûrement en train de chercher quelque chose, ce serait sûrement pour quelques touches. Faut voir. Des claviers avec des écrans notamment à encre électronique existent depuis des années et n'ont jamais pris parce que c'est cher, quoi. Donc bon, j'attends de voir, mais je retiens pas mon souffle. Et puis Belkin vient de présenter la version pour ordinateur de bureau de son support magnétique MagSafe pour transformer son iPhone en webcam. C'est François qui va être content. Bon, c'est surtout que la première version ne pouvait se poser que sur les écrans très fins des MacBooks, alors que celui-ci peut s'adapter à presque toutes les épaisseurs d'écran. Et donc, question qui m'intéresse directement, Fabrice, est-ce qu'on a besoin des deux supports si on a à la fois un portable et un Mac de bureau ? C'est ce que je me suis demandé aussi en voyant la photo du deuxième, donc qui est beaucoup plus épais parce qu'il a deux axes de rotation pour pouvoir l'ouvrir plus ou moins, pour qu'il puisse s'adapter à l'épaisseur d'un écran, alors que ce soit le Studio Display chez Apple ou un iMac, si on veut remplacer la webcam intégrée par son iPhone. Ça veut sûrement dire que le support lui-même est un petit peu plus lourd, un peu plus épais, donc moins transportable. Donc si en plus on prend ça pour le mettre sur son MacBook, il faut rajouter ça dans son sac. Et on sait aussi, alors Eli a la version précédente qui s'adapte au MacBook, et il me semble qu'il nous avait quand même confirmé que ça implique que d'avoir son écran de MacBook ouvert à peu près à 90 degrés et pas un angle plus ouvert, sinon ça peut faire basculer le MacBook. Si par exemple on a un iPhone Pro Max. Alors si on veut faire plaisir à monsieur et à madame Belkin, on va acheter les deux naturellement. Moi je sais pas trop et je me dis que il y a des moments aussi c'est bien de vouloir une belle image et l'iPhone il est là pour ça. Sur les iMac de dernière génération et même sur le Studio Display dont je me moque allègrement, la webcam est largement suffisante. Peut-être qu'il faut aussi réfléchir à ça, acheter un support exprès qui coûte là, on l'a vu sur le store américain pour l'instant à $40, c'est peut-être superflu. On va y réfléchir pendant le week-end, puisque la quotidienne à Week revient lundi.